Bonjour. J'ai le plaisir de commencer les présentations. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de transformation. Et je dis ça pourquoi? Parce que doit faire des années qu'on vous dit oui, DevOps, c'est pas que des outils, c'est aussi une affaire de culture. Ok, comment on fait? Aujourd'hui, on attaque un petit peu le comment on fait sur la culture. Et je vous en dis avec, en trame de fond, Accelerate, le livre éponyme. Je me présente rapidement, je m'appelle Jean-Rémy Revy, je suis architecte chez Ypon Technologies. Mes gros sujets favoris, c'est évidemment l'architecture, d'où mon intérêt pour cette conf les premières fois. Bien évidemment, tout ce qui va concerner les API, Domain Driven Design, et l'autre versant, le versant un peu plus méthodo, autour de DevOps, de l'agilité et Lean Management. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de le voir en deux phases. La première, on va parler un petit peu de Accelerate pour remettre les choses au clair sur ce que c'est si jamais vous n'aviez pas encore eu l'occasion de découvrir ça. Et après, je vous montre un petit peu comment moi, je travaille avec les entreprises, avec les différents acteurs pour initier la démarche. Avec, c'est quoi cette démarche de transformation? Quels outils j'utilise? Et là, je vous le dis en mille, c'est pas les outils auxquels vous pensez d'habitude. Et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui accélère tout ça? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans vos entreprises respectives pour que ça aille mieux? Les premiers éléments de résultat. Sans teaser trop le résultat, ça marche. Et je commence par Accelerate. Accelerate, je vous le dis de but en blanc, en fait, ça fait des années qu'on a raison. Des années qu'on dit oui, il faut qu'on fasse de la qualité, oui, il faut qu'on fasse des tests, oui, il faut qu'on livre vite, souvent, bien, et il faut qu'on fasse de l'intégration continue. Eh ben, c'est exactement le sujet qui est traité dans ce livre qui s'appelle Accelerate, qui a été écrit par Nicole Forsgren, Jason Bull et Jenny Kim. Vous en reconnaîtrez certains qui ont déjà publié pas mal de livres autour ou DevOps ou de l'intégration continue. Et ce qu'ils disent en substance, c'est que si on veut livrer et si on veut performer sur le marché, notamment le marché du digital, il faut livrer vite et bien. Ok, ça vous paraît évident dit comme ça, mais derrière, il y a toute une étude statistique. Vous savez, cette fameuse étude à laquelle vous participez, j'imagine, régulièrement en disant vos pratiques DevOps, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous utilisez chez vous, et qui revient sous le label DevOps State of the Art. Et ben, ces 7 ans d'études, ça leur a permis de construire un modèle statistique qui dit une chose: les meilleurs performeurs du digital, les meilleurs performeurs en général, sont ceux qui livrent vite et bien. Et c'est sans appel. C'est pas une corrélation. Si on fait ça, alors ça. Par contre, un ensemble de pratiques amène nécessairement de bons résultats. A l'inverse, ceux qui ne le font pas ne performent pas, ou alors dans une proportion très faible. Sous-entendu, je leur ai dit, on a raison de faire des tests, on a raison de faire du craft, on a raison de vouloir bien faire. Et ce modèle-là, en vous donnant quelques éléments de ce qu'il y a dedans, et je vous laisserai lire le livre si jamais vous y trouvez un intérêt, c'est que pour mesurer la performance du modèle de delivery, il y a plein d'éléments qui vont y contribuer, notamment les éléments évidents comme le continuous delivery et tout ce qui est tiré en amont, la maintenance, la maintenabilité du code, le monitoring. D'un autre côté, s'assurer que le processus de livraison il est clair, il est simple, on ne passe pas par 50 étapes manuelles en passant par différents tickets. Plus c'est simple, plus on livre souvent, plus on va vite, plus on favorise la performance du delivery. Et c'est ce que montre statistiquement cette étude. Il y a d'autres éléments qui poussent à ça. Il y a dans le cloud, bon, indéniablement. Et à l'inverse, il y a des éléments qui sont aussi mis en avant comme des mauvais patterns, des mauvaises pratiques. Il corrèle notamment le fait que quand il y a des burn-out, généralement, ça va de pair avec un mauvais delivery ou de mauvaises performances. Tout ça, encore une fois, c'est résumé dans des études et dans un livre qui vient donner ces éléments. Et dans ces éléments, ils ont catégorisé, en regard de ce qui a été dit, de ce qu'ils ont pu voir sur le marché, c'est 24 capacités. 24 capacités qui sont classées dans différents éléments, mais qui, à mon avis, vont tous vous parler. Dans les premiers qu'on peut voir et qui sont les plus simples à mettre en œuvre, c'est ceux que vous voyez souvent dans vos entreprises. C'est tout ce qui est continuous delivery. Et qu'est-ce qu'ils mettent derrière continuous delivery? Meilleure gestion du code, gestion du code dans un source code évidemment,
jusqu'à de bonnes pratiques de gestion des branches, etc., comme du trunk-based development. De l'automatisation de tests, etc. Encore une fois, rien d'exotique, mais que des choses qu'on sait devoir mettre en œuvre et qu'on ne met pas toujours finalement en œuvre. Si je passe sur d'autres sujets, il y a bien évidemment la gestion, la gestion du produit, la gestion des feedbacks utilisateurs, comment je produis ce que j'ai à faire et comment j'en collecte les feedbacks. Tout comme d'autres éléments qui sont un peu plus difficiles à appréhender et parfois un peu plus difficiles à mettre en œuvre, tout ce qui va concerner le lean management et le monitoring. Finalement, ce livre-là, il met en avant le meilleur des deux mondes, lean IT, ingénierie au quotidien et bonnes pratiques de développement, notamment en DevOps, pour dire il faut mesurer, il faut faire, il faut livrer, il faut avoir un flux le plus léger possible, encore une fois en limitant avec la taille des paquets, etc., etc. Et ça découle vers des pratiques plus difficiles à mettre en œuvre, celles qui finalement vont demander parfois plus d'efforts et plus de changements. Je pense le livre parle d'architecture faiblement couplée, alors vous mettez ce que vous voulez derrière, on ne va pas forcément jusqu'à microservices, mais ça fait partie du sujet. Et la liberté des équipes de prendre leurs propres décisions. Ça, ce sont des changements qui sont plus compliqués à mettre en œuvre et pour lesquels, si ce n'est pas écrit dans le livre, moi je vous le dis, ce sont des choses à arriver en second rideau une fois qu'on aura mis les bonnes pratiques de développement en place. Et jusqu'à des changements de culture, je reviendrai dessus si vous voulez plus tard, mais dans le détail, c'est bien ça qu'on va aller chercher, de la mise en place de pratiques qui au final vont influer sur la culture de l'entreprise. Le fait de ne pas blâmer les gens, mais de trouver le problème dans le processus, de favoriser l'apprentissage, ou encore d'avoir ce qui est décrit dans la ligne de base, un leadership de transformation, que la direction impulse la transformation et qu'il y ait des gens qui portent ce changement avec eux. Voilà des éléments qui sont décrits dans ce livre et qui sont actionnés. Et moi, je vous dis un peu plus comment, parce que si le livre le met en avant et le corrèle, il ne vous dit pas précisément quoi, comment et surtout pas dans quel ordre. Quoi qu'il en soit, ce que dit ce livre aussi, c'est que je vous parlais de performance, les meilleurs performeurs du marché, ils sont dans cette fameuse colonne là que vous voyez élite, parce qu'ils livrent vite, souvent, et en plus quand ils livrent, ils font pas d'erreur. Ou alors dans un pourcentage qui est largement acceptable, qui plus est en comparaison du volume de ce qu'ils livrent. Voilà, ces métriques-là, elles sont posées, elles ont été détaillées un petit peu marché par marché, notamment retail et digital. Et aujourd'hui, on peut se faire une première idée avec ces métriques, pas très simple à calculer, mais représentative pour se dire, ok, je peux me benchmarker par rapport aux autres entreprises et savoir où je vais, et surtout se dire que chaque année, le marché ira vite. Chaque année, il y aura de plus en plus d'élite performeurs, peut-être autodéclarés, mais on le voit bien, ça va vite dans le digital, ça va vite dans le retail. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix que de rattraper le wagon. En tout cas, si vous attendez le train suivant, c'est sûr que ça ne passera pas. Voilà ce que dit la littérature en quelques mots. Maintenant qu'on s'est dit ça, maintenant que vous l'étiez déjà convaincu, mais maintenant que vous savez qu'en plus vous avez des arguments statistiques qui le prouvent, je vous montre un petit peu comment je fonctionne pour aller entamer cette transformation. Parce que, mine de rien, ça demande du changement, ça demande de l'accompagnement. Et je dis ça demande du changement, pourquoi ? Parce que la première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on doit changer. Cette prise de conscience, elle peut se faire à différents niveaux, quoi qu'il en soit. Si on doit aller plus vite, c'est qu'on doit induire du changement. Et s'il doit y avoir du changement, il doit être accompagné. Voilà en quelques lignes la trame que j'utilise et qui est assez légère. Si vous faites le tour, l'initiation de où on va, comment on commence, c'est 2-3 jours de travail, même pas, avec une équipe. Bon, évidemment, comme toute conduite du changement, on explique. On ne vient pas là pour dire qu'on va virer les gens, même si c'est volontiers la première phrase que je dis, je viens pour te virer. En tout cas, ça débloque et ça permet de faire comprendre qu'on est là pour aider et pas pour faire de la chasse aux sorcières. Et après, voilà moi les outils que j'utilise. Je vous disais tout à l'heure, moi mes outils, c'est pas que, en tout cas, des pipelines as code, c'est pas que du cloud, c'est pas que des microservices, c'est pas que les patterns tactiques de DDD. C'est des outils plutôt inspirés du lean management. Et c'est ceux-ci que je vous présente tout au long. Le premier, celui qui est certainement le plus marquant, c'est la gestion des processus de développement et voir chaque étape combien ça coûte. Et ça fait parler les gens. Et après, on passe sur différents ateliers qui vont permettre de vérifier l'état, se projeter et construire ensemble un chemin à parcourir
dans un objectif de temps limité. Et si ça, l'init, elle est rapide à faire, et encore une fois, c'est quelques jours de travail à peine, le gros du sujet, il est derrière sur l'accompagnement. Et c'est notamment de la formation, c'est du suivi ou de l'accompagnement avec les compétences appropriées au quotidien, et bien évidemment tous les rituels idéalement agiles que vous connaissez, rétrospective, phase d'inspect and adapt, tous ces éléments-là qui contribuent à l'amélioration continue. Je rentre un peu dans le détail. Le premier atelier que j'utilise, c'est un outil, je vous le disais, du Lean Management, qui s'appelle l'atelier CIPOC. CIPOC, on regarde des initiales de ces colonnes que vous voyez là. Ça correspond à la description de qui me fournit de la matière première, de la doc, du besoin, autre chose, des maquettes, peu importe quelle est la taille de votre équipe et peu importe de quoi elle est composée, il y a forcément des entrants. La manière dont vous prenez ces entrants et vous les transformez pour faire émerger du code, pour faire émerger des maquettes, des applications, tout ce que vous voulez, est en sortie à qui vous livrez. Qui sont vos clients? Vos clients sont généralement, in fine, le consommateur de l'application, mais pas forcément. Et le premier objectif de cet atelier, au-delà de parler de lead management, c'est juste de faire parler les gens. Et je ne crois pas avoir vu un seul projet dans les 50 ou 60 que j'ai pu accompagner, un seul processus de développement qui se ressemble, même pas dans la même entreprise, même pas sur le même programme, même pas sur la même entre personnes, même entre équipes de dev, tout le monde n'était pas aligné sur qu'est-ce qu'on fait. En tout cas, ça a le mérite de faire parler les gens. Et derrière, de mettre des chiffres, sur combien de temps on prend pour faire ça, ça, ça. Ça permet quoi? Ça permet de calculer. Une fois qu'on a fait parler les gens, qu'on a exprimé les problèmes, que moi j'ai compris comment ils fonctionnaient, de mettre ça, case par case, ligne par ligne, et de mesurer le temps de cycle, on dit dans Lean Management, entre les différentes étapes. Ces différentes étapes, ça va de la création de la branche jusqu'au premier commit, du commit jusqu'à la review et jusqu'au déploiement. Peu importe le processus, l'idée c'est de mesurer combien de temps on met étape par étape, combien de temps on attend, et en fait, de manière systématique, c'est pas trop le temps à faire que le temps d'attente qui est long. Et dans cette idée du Lean Management, cet outil qui s'appelle l'outil de Value Stream Mapping, il permet de vérifier tous les temps effectifs de travail et les temps de cycle, enfin le temps de cycle global, temps effectif, temps d'attente. Et c'est ça qu'on va venir réduire, ces fameux MUDA, les gaspillages. On va essayer de trouver les bons moyens de faire les choses plus vite, quitte à supprimer des étapes inutiles. Je prends ce petit exemple-là que j'ai fait dans une entreprise. On a constaté que l'équipe mettait en moyenne 30 jours entre le moment où elle recevait le besoin ou le moment où ça partait en prod. Ce qui la met de facto dans la catégorie low performer. Et en plus, je parle que de la partie lead time. Si je prends de manière un peu plus large le time to market, la constitution du besoin, elle prenait une vingtaine de jours. Donc on est là pas loin de 50 jours pour mettre un début d'idée en production. Bref, 50 jours, on est clairement en dehors des canons du marché. Et donc, avec cette mesure objective, on va aller travailler point par point pour aller réduire, faire mieux, plus vite et livrer de meilleure qualité. Voilà le premier atelier, certainement le plus important de ceux que j'utilise. Ce qu'on peut y adjoindre, alors, à manipuler avec précaution, et Accelerate le dit, attention, matrice de maturité, ça sous-entend qu'on n'a qu'un seul chemin possible. Quoi qu'il en soit, c'est un outil qui peut être un peu sympa pour aller donner des grands jalons, des éléments qui sont faciles à aller atteindre, en se disant je vais avoir besoin de telle et telle capacité à aller piocher dans le référentiel des capacités d'Accelerate pour mettre en œuvre un certain niveau. Et il y a effectivement des éléments qui vont bien ensemble. Faire de bons tests d'acceptation automatisés, une des pratiques, des capabilities d'Accelerate, c'est automatiser les tests. Automatiser un test, ça nécessite plein de choses. Le premier, c'est d'avoir des critères d'acceptation. Qui dit critères d'acceptation bien rédigés, idéalement en Gherkin, après vous mettez ce que vous voulez derrière. Et une fois qu'on a ça, ça nécessite quand même que le code soit testable, ou avec des API qui soient RESTful, on peut récupérer le code erreur correct, le code correctement, ou sur lesquels on peut travailler, qu'on peut naviguer, ou sur une interface qui respecte certains éléments qui nous permettent de la challenger. Et ça nécessite aussi d'avoir les bonnes sondes en prod, etc. Donc il y a des ensembles d'éléments qui vont bien ensemble. Et l'avantage de cet outil, c'est aussi de se dire, je ne vais pas aller chercher à faire du feature flipping tout de suite. Le feature flipping, c'est coûteux.
ça demande du temps, ça demande certains éléments. On aurait probablement plus intérêt pour passer de low à médium à aller chercher juste des bonnes pratiques agiles. Parce que ça, c'est pas si compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Donc, cette matrice, elle a l'avantage de faciliter ou d'optimiser l'effort. Par contre, elle est un peu caricaturale. On n'a pas tous le même chemin. On n'arrive pas tous au même endroit au même moment. C'est pas le meilleur outil, mais à minima, il vous assure, avec l'expérience de l'architecte, en l'occurrence, avec une vision plus systémique, de se dire, ok, je vais faire plutôt ça que ça pour prioriser. L'autre outil, plus compliqué pour faire du pilotage de la transformation, parce que ça reste de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'on utilise, nous, chez Pont Technologies, c'est un arbre des compétences. Là, je prends l'exemple de la partie craftsmanship. On a des parcours où on sait qu'on ne pourra pas tout atteindre tout de suite. Je prends l'exemple assez caricatural de TDD. Faire du TDD tout de suite, j'ai pas mal d'échanges avec mes collègues crafters, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Quoi qu'il en soit, TDD, c'est dur. Enfin, TDD, on n'y va pas tous du premier coup. Pourquoi pas faire à minima du test first? Et si je veux faire du test first, quel type de test il faut que j'utilise? Ça, c'est compliqué. C'est pourtant la première étape. Donc, on ne vise pas trop vite, on commence par ça. Et cet arbre-là, il guide dans l'ordre d'apprentissage. Je vois vos questions. J'y réponds juste après. Je vous parlais d'arbre de compétences, de matrice. Il y a quand même quelque chose qui reste un élément indispensable à la fois pour nos dirigeants à qui on doit rendre compte et pour s'assurer qu'on avance bien, c'est mettre en place les bons indicateurs. Et quand je dis les bons indicateurs, ceux que je vous présente là, ceux d'Accelerate, autour de l'agilité, autour de la qualité, c'est essentiellement des indicateurs de résultats. Les indicateurs de moyens, c'est jamais la meilleure manière de faire, même si ça peut être une étape. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en choisir, les suivre, et d'expérience, il n'y a que quand on suit ces indicateurs-ci qu'on finit par se transformer. Et là, ce que je fais dans mes dernières expériences, systématiquement, c'est revu pendant la review, pendant une instance dédiée, où est-ce qu'on en est. Encore une fois, le but, c'est pas de blâmer, c'est si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème. Ou tu ne mets pas l'effort, ou tu n'as pas les bons moyens, ou on ne s'est pas compris. Mais par contre, tu ne pourras pas livrer mieux si tu n'as pas fait tes tests. Tu ne pourras pas livrer plus vite si tu n'as pas automatisé ton pipeline et si ton déploiement il se fait via des tickets. C'est parfois exogène, c'est parfois endogène à l'équipe. Peu importe, on met ces indicateurs en évidence et c'est ça qui fait tirer le reste. C'est pas toujours sympa de se voir entendre dire oui, je suis pas au bon niveau. Et encore une fois, mon propos, c'est pas de dire t'y es pas et finalement tu vas prendre une tape sur les doigts, mais bien de dire c'est quoi le problème qui se cache derrière. J'ai rarement vu une équipe qui faisait volontairement mal son travail. Je veux dire jamais pour être précis. Même avec la mauvaise volonté, c'est plus un problème qui est dans l'organisation, dans la structure, dans les outils qui empêche de faire. Et ben, le fait de mettre ces indicateurs, de commencer les pratiques avec quelqu'un qui est extérieur à l'équipe, qui n'est pas celui qui va faire au quotidien et qui a un petit peu de recul, et ben c'est ça qui fait avancer les choses. Je m'arrête sur un indicateur en particulier pour dire que c'est clairement pas que de la technique. Rythme soutenable, c'est un principe de l'agilité. Oui, ça doit être mis en avant. Et ce que dit Accelerate, je vous le disais tout à l'heure, c'est que le burn-out, c'est un élément qui régulièrement revient dans ce qui ne fait pas avancer les entreprises. Vous me direz, bah oui, c'est évident. Mais en l'occurrence, mesurer la satisfaction des employés, de s'assurer qu'il n'y a pas de gros problèmes. Un Nico par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, fait prendre conscience à l'encadrement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Burnout, Nico, quel que soit l'indicateur, mettre en avant le fait qu'il faut que tout le monde y trouve son compte et que ce soit soutenable. Voilà, je vous présente quelques éléments. Si on a un petit peu de temps après pendant les questions, je vous montre des exemples de choses qu'on a déjà faites. En attendant, après vous avoir dit Accelerate, oui ça marche et oui on a raison de faire de la qualité. De vous avoir dit oui ça nécessite de faire du changement et donc d'être accompagné. De vous avoir montré quelques outils. Voilà des choses qui m'ont, moi, facilité le travail et qui, quelque part, sont un petit peu indispensables. Le premier auquel je pense, c'est la prise de conscience des dirigeants. Ce qui est écrit ce qu'écrivait Deming ou ce qu'écrit, ce qu'on peut voir dans Accelerate, ce qu'on voit dans Lean Management, ce qu'on voit dans Safe, par ailleurs, c'est que la direction, c'est elle qui doit montrer l'exemple. Le Transformation Leadership, c'est ça, c'est dire à un moment, on a compris, et on vous demande de faire bien.
J'ai jamais eu une mission qui a mieux démarré que quand le DSI, le dirigeant, quelqu'un qui a le pouvoir dans la boîte dit la qualité c'est non négociable. Quand ça commence comme ça peut couvrir les portes. À l'inverse, pour les fois où je suis réveillé toutes les nuits par la prod et puis c'est pas grave, je vais juste livrer moins souvent, la transformation elle marche pas. Donc ce qui est sûr, c'est que prise de conscience et acte derrière, c'est le plus gros des accélérateurs que j'ai eu. L'autre, il est plus à ma main et c'est le premier retour d'expérience que je peux faire, c'est que ça marche bien comment? Ça marche bien quand on a des équipes agiles. Évidence, mais évidence qui mérite d'être énoncée. Ça marche bien quand il y a des équipes agiles, qu'elles sont à la maille d'une bonne équipe agile, des pizza teams, 6-8 personnes maximum, et elles sont surtout composées des bons membres dans l'équipe. Les équipes que j'ai vu le mieux fonctionner, c'est quand il y a un PO fort, sous-entendu fort sur ses assises techniques, un Scrum Master qui sait mettre en mouvement l'équipe, et un leader technique qui sait de quoi il parle et qui apporte les bons éléments à l'équipe. Alors, je dis ça peut être plusieurs avec un volume d'activité et des fonctions réparties, mais sans ce trio-là, ça n'avance pas. Et en l'occurrence, ce qui vient quand même bien aider les équipes, c'est d'avoir un QA. Un QA dans l'équipe qui va venir aider, supporter, parce que c'est quelque chose qui est rarement compris ou assimilé par les autres équipes, au moins sur les premières itérations pour mettre la bonne dynamique. J'ai vu des équipes dans certaines de mes expériences où le QA n'intervient plus et il sort de l'équipe parce que l'équipe a pris le bon niveau. Mais c'est cet ensemble d'expertise qui fait que ça marche bien. Et si ça c'est dans l'équipe parce qu'il faut le faire, il y a l'équipe qui est à côté, celle qui transforme, celle qui accompagne. Pour les aficionados de Safe, on associerait ça probablement à une system team ou à une équipe d'experts dans un autre contexte qui viendrait aider. Cette équipe-là, elle est composée de gens qui font avec, ceux qui, indépendamment de la transformation, devraient être là systématiquement. Je commence par les illustres architectes, ça me paraît évident. Mais bien évidemment, un UX designer, quelqu'un qui soit capable de gérer la plateforme, d'accompagner sur les bonnes pratiques de déploiement. Alors, ce qu'on veut derrière, DevOps me paraît évident, mais Ops, plateforme, toutes ces compétences qui ne nécessitent pas forcément une présence forte dans une seule équipe, mais qui ont besoin d'être systématiquement présentes, et éventuellement un test manager. Et eux, ils font avec. Je dis là, ils ne sont pas là pour donner les consignes. Si on fait écho à l'architecte dans sa tour d'ivoire, on n'est pas là pour dire il faut faire, il n'y a qu'à. C'est je fais avec, j'éprouve et je vérifie que ça marche. Et il faut ces personnes-ci pour faire avec l'équipe. Et il faut des personnes en plus pour aller tirer la valeur un peu plus loin. Je pense notamment à des coachs agiles et des coachs craft. Voilà deux postes qui vont tirer l'équipe vers le haut et qui vont apporter le recul et l'expertise sur un temps déterminé. C'est autant l'équipe qui fait avec, elle est pérenne, autant la partie qui transforme à un moment, ce fameux moment dont je parle au début, dont on convient en début de transformation, on se dit ok, on part quand? Et un des bons éléments, c'est on part quand il y a une communauté de pratique qui est mise en place et qui est capable de supporter tout ça sans que ce soit les coachs qui le fassent en manière, même en posture basse, mais en tout cas qu'ils soient présents. Dernier élément qui accélère ou qui facilite, Safe, clairement, c'est un des sujets, on l'a tous vu, j'ai vu Mano Mano à Agile en scène, j'ai vu pas mal de monde sur le sujet. Oui, ça bouge. Et pourquoi? Parce que derrière, il y a les principes du Lean et que dans ces principes-ci, il y a la qualité intrinsèque. Et c'est clairement ce qui se cache derrière. Là où l'architecte tient d'ailleurs un rôle bien particulier, où c'est celui qui contribue notamment à l'apport de la qualité en faisant avec. Donc voilà, si je résume, l'agilité à l'échelle et notamment le framework Safe apporte des éléments pour mettre en place une qualité, livrer plus vite, ça fait partie des principes qui sont donnés. Et je vous parle très rapidement des résultats. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Ça prend du temps par contre, mais ça marche. Les équipes que j'ai accompagnées, à chaque fois, elles progressent. Alors, pas tout à la vitesse à laquelle j'espérais. J'ai eu des déceptions à plusieurs reprises, mais pour autant, ça avance. Et le plus compliqué, c'est de mettre en mouvement. J'ai rencontré des équipes il y a 3 ans, 4 ans, qui me disaient, de toute façon, moi, j'y crois pas, j'ai plus envie, on nous refuse tout, et qui étaient focus sur des mauvais problèmes qu'on a aidé à résoudre parce que c'était exogène à l'équipe et qu'ils avaient besoin d'un soutien. Une fois le problème levé, il suffisait juste de le dire, on n'arrive pas à faire ça, ok, j'ai le sponsoring, j'ai le soutien, je vais faire changer, et ça délivre le reste. Équipe qui se met en mouvement, en l'occurrence une équipe qui faisait du PHP, ça vous fera certainement rire, c'est pas les équipes qu'on attend faire le plus de la qualité, mais en l'occurrence une équipe qui avait des problématiques de livraison de VM,
Bah, cette équipe-là, une fois qu'on lui a levé ce frein-là, elle a réussi à se débloquer. Et elle s'y est mise. Et elle a fait des tests, elle a fait du craft, bref, elle est rentrée dans ce cycle-ci. Si je prends les chiffres, rapidement, il faut quand même quelques mois, voire quelques années pour arriver dans les gros niveaux, dans les niveaux un peu costauds de livraison rapide, etc. Donc, pour reprendre ce petit adage de proverbe japonais là, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Okay, bah, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si vous voulez commencer, commencez maintenant. De toute façon, ça prendra du temps. Et si je reprends la liste de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mes quelques conseils au-delà de la démarche que vous pouvez reprendre sans souci, mesurez. Ça fera la transition pour ce soir avec la partie SLO, mais c'est compliqué de changer, c'est compliqué d'être factuel, et bien mesurez. Ok, prenez cet élément de mesure et dites-vous, voilà mes objectifs, sachant qu'il me semble que c'est Google qui dit ça. Dans les SLO, le premier 9 des 99,9, c'est la qualité. C'est juste la qualité de l'application. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes d'infra, en termes de machine, etc. Tant qu'il n'y a pas la qualité intrinsèque au produit, de toute façon, le premier 9, il passera à la trappe. Le deuxième, c'est que c'est que du sur-mesure. Je vous l'ai dit, toutes les équipes sont différentes. Si toutes les équipes sont différentes, qu'elles partent toutes d'un niveau plus ou moins différent, forcément, c'est un accompagnement sur mesure. Pas besoin d'un accompagnement fort d'une équipe qui est déjà bien lancée. Et à l'inverse, parfois peut-être besoin de quelques pistes de bonnes pratiques pour une équipe qui vient de se lancer en agilité. Donc voilà, chaque équipe a sa manière d'agir, sa manière d'être et son historique. L'accompagnement doit être en regard de ça. Et je vous le disais à l'instant, de toute façon, on ne se transformera pas plus vite que ce qui est capable de se transformer un humain, et bien souvent à la vitesse du plus faible des maillons. Donc, ça prend du temps, et si vous voulez que ça aille plus vite, recrutez bien. Ça paraît évident. Ou faites-vous bien accompagner. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je prends vos questions au-delà des buzzwords, j'ai vu passer. Alors, j'ai vu une question juste au début sur le temps. Hein, sur le temps que ça prend de rédiger des tests. Oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais pour autant, je l'ai vu dans un contexte qui était assez séparé entre la MOA et la MOE. Il y avait un budget séparé. Et du coup, la MOA disait faites vite. Faites vite et à pas cher. Et les développeurs avaient consigne de ne pas faire de tests unitaires. Difficile quand on commence dans une équipe où normalement les tests unitaires, on n'a pas le droit d'en faire. Pour aller démonter ça, pas évident. Et pour autant, le gain, il y arrive à la fin. Au bout de 3 campagnes de tests à peu près, 3 grosses campagnes de tests manuels, les tests plutôt d'intégration étaient rentabilisés. Donc, pas besoin d'aller chercher très loin, très longtemps. Et d'autre part, dans cette organisation qui était très silotée, le vrai problème, c'était que le budget, il était donné par la MOA, qui faisait leurs propres tests et qui ne voulait pas lâcher cette partie du budget pour investir sur les tests qui étaient faits côté test unitaire ou test d'intégration. Difficile à convaincre, ça me paraît évident, mais encore une fois, le Accelerate le dit, chiffre à l'appui, il n'y a que ça. Enfin, il faut faire ça pour aller plus vite et pour aller plus loin. Par contre, écrire un bon test, c'est compliqué. Et si les équipes ne le font pas, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, en général. C'est aussi parce qu'elles ne savent pas, ou qu'elles n'osent pas dire qu'elles ne savent pas. Et écrire un bon test, c'est compliqué. Et d'avoir une application testable ou une conception testable, c'est un vrai sujet. Je prends les questions dans l'ordre, mais je vois la dernière question aussi. Chez nous, le QA est là pour mentorer et faire monter en compétences et non pas faire les tests. C'est peut-être la meilleure des pratiques parce que du coup, il ne se rend pas indispensable et l'équipe, elle devient pluridisciplinaire et autonome. Ça marche pas à tous les coups. Si ça marche pour vous, c'est une super nouvelle. Ah, mais c'est toi, Aurélien. J'avais pas vu. Je suis juste à côté. C'est certainement la meilleure pratique, si tant est que l'équipe a les capacités de l'absorber et qu'elle a le, entre guillemets, le loisir de s'y pencher. Pour le super bingo, on repassera. Et si on devait commencer par un sujet, je l'ai dit au début, c'est ce que disent la plupart des personnes qui ont commencé à travailler sur Accelerate, avec Accelerate. On peut malgré tout commencer par quelque chose de simple. Si c'est pas la mesure, et la mesure à mon avis tout le monde est capable de la faire, c'est de commencer
par l'automatisation de tests et du pipeline. Je trouve que c'est vraiment ce qui apporte le plus vite de la valeur et ce qui rend les opérations les plus répétables le plus facilement. Je lis la suite, il nous reste 5 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le couplage de la vitesse et qualité ne me semble pas aller de soi. Oui, et en fait c'est vraiment. Alors, je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est vraiment, ils sont souvent opposés. Et en fait, quand on met en place dans les expériences que j'ai pu mener, en fait on fait l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. On fait pas les deux en même temps. Pourquoi? On essaie d'aller plus vite. Ok, ça marche et tout d'un coup ça pète parce que on n'a pas le bon test. Ok, on fait plus de tests, mais du coup ça va un peu plus lentement. Alors ok, on supprime une partie de la suite de tests qui est trop longue et du coup on revient dans un temps raisonnable. Et en fait, ça va palier par palier. Ça va jamais. On fait rarement tout ensemble. Et pour autant, je vois la remarque aussi qui décorrèle vitesse d'une équipe et rythme de déploiement. Vous l'aurez remarqué dans les indicateurs d'Accelerate, on ne parle pas de la vélocité de l'équipe. Le seul résultat qui compte, c'est le nombre de fois on a livré et la vitesse à laquelle on a livré. C'est ça qui va compter. Que l'équipe elle soit véloce ou pas, c'est pas très grave. Enfin, non, même dans Accelerate, ils disent c'est un mauvais indicateur carrément. Ouais. La vélocité, parce que ça incite les gens à tomber des points plutôt que bien faire. Exactement. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la prédictibilité. Je ne peux rentrer dans les détails tout à l'heure, mais quand je dis vélocité, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la prédictibilité que la vélocité. Que l'équipe, elle soit sûre de ce qu'elle va livrer, plutôt qu'elle délivre vite. De toute façon, elle ne délivrera pas plus vite avec des gros coups de baguette magique. Ce qui va importer, c'est qu'elle soit fiable dans ce qu'elle produise et dans ce qu'elle prédise qu'elle va produire. Il te reste 10 minutes pour les questions, c'est jusqu'à 50. 10 minutes, mais c'est parfait. C'est parfait. Alors, ce que je peux vous proposer, je prends les questions au fur et à mesure. Mais j'ai quand même quelques petits exemples d'ateliers que j'ai pu mener pour vous montrer ce que ça peut donner. Je vois la question de Johan. La base, c'est le recrutement. Et en fonction des gens qu'on recrute, on voit à quelle case du jeu de loi on commence. C'est parfaitement vrai. J'ai eu à travailler avec des équipes aussi bien complètement offshore que des équipes qui venaient du monde AS400 ou ZOS ou des équipes qui se disaient super douées. Oui, le recrutement ça compte. Et plus que les compétences, c'est la capacité des gens à changer qui va bouger. J'ai rencontré un leader technique qui était très très bon dans ce qu'il faisait, mais pour qui il était hors de question de changer ses principes et la manière dont il travaillait. Alors il a ouvertement bavé sur TDD, ok, mais ça cachait derrière juste la volonté de ne pas aller chercher plus loin. Ok, il avait un niveau qui était correct, mais pas suffisant pour grandir et pour tirer tout le monde. Ok, mais il a fini par partir du projet de son plein gré parce que pas en ligne avec ce qu'on voulait faire. Et après, ça reste une histoire de management. Je partage. Il faut que, je le disais tout à l'heure, il faut que le management soit exemplaire et que ce soit tiré par le haut. Si c'est tiré que par les collabs et que par les équipes qui font, ça atteint ses limites très rapidement. Et oui, reste la solution de l'accompagnement si on part de trop loin. J'ai envie de dire systématiquement, qu'on soit loin ou pas loin, pour aller chercher quelque chose d'encore plus loin, soit vous êtes super balèze, super péchu sur tous les sujets que vous avez à traiter, ou soit vous faites appel à quelqu'un d'autre. Ça me paraît l'évidence, que ce soit interne ou externe. J'avais décidé de ne pas faire de promotion, mais si la perche m'est tendue, oui, évidemment, on a des offres d'accompagnement chez Ypon exactement pour ça. Je vous parlais de cet arbre de compétences, c'est issu de nos offres de formation et d'accompagnement. Je t'en prie, ouais. Du coup, je ne sais pas si vous avez entendu Laurent qui me demandait si j'ai rencontré des équipes élites. Non. En fait, pour l'instant, non. Des équipes qui ont quelques cases dans élite, oui. Ou qui livrent très bien, oui. Qui livrent très bien à la demande avec un lead time, donc le temps entre le commit et le moment où ça part en prod inférieur à la journée, pas dans la durée. C'est de manière très, très ponctuelle, oui, mais complètement, et de manière généralisée à l'entreprise, encore moins. Et ça reste tout le sujet de je vais ou très très vite et je livre très très vite mais très très mal, ou je livre sans souci mais un peu moins vite
L'idée étant, encore une fois, d'aller chercher des petits paliers à chaque fois et non pas d'essayer d'aller chercher le tout d'un coup. Mais des queues élites, j'en ai une en tête quand on n'est pas très loin que j'accompagne, mais ça reste assez anecdotique. Et du coup, je vous montre un petit exemple de ce fameux outil de gestion du processus. Alors là, c'est que la partie processus de l'atelier SIPOC. Mais ce que je fais, et ça prend 1, 2, 3 heures, ça dépend de jusqu'où on veut aller. Et je vais équipe par équipe aller chercher chaque rôle, chaque action, chaque atelier, les lister point par point, mesurer le temps. Alors on l'a fait que sur la partie que j'appelle Discovery, là sur la captation du besoin, et d'aller voir point à point ce qui marche pas. Je ne suis pas certain que vous le voyez précisément à l'écran, mais ça va de la gestion d'un club utilisateur en raffinant le besoin avec des user journey qui prennent des ateliers de 3-4 heures avec un temps de latence entre chaque atelier qui prend, dans l'exemple que j'avais en tête, là, à peu près 8 à 10 jours. 8 à 10 jours plus 4 heures d'atelier, s'il y a bien un truc à aller bouger, c'est plutôt ça que d'aller chercher à optimiser le temps de chargement d'un test en prod ou je ne sais quoi. Donc, cet outil-là, il a pour grand objectif, 1, de faire parler, et 2, de mettre en avant, point par point, ce que chacune des équipes fait et à quelle vitesse elle le fait. Si je prends le versant plutôt test, les premiers trucs qui moi me sautent aux yeux quand je fais ces ateliers-ci, c'est quand j'ai une code review fait par le lead dev, après un premier dev et sans test unitaire. Puis, c'est vraiment arrivé là, dans cet exemple-là, une deuxième review une fois que les tests unitaires ont été écrits, puis une troisième review une fois qu'on a écrit les tests en Gherkin avec Cucumber ou autre chose. Bon, clairement, on sait que là, on ne fonctionne pas bien et que c'est... qu'il y a des choses à aller chercher si on veut livrer mieux, avec le bon input au début de qu'est-ce qui est attendu de moi, et si on veut livrer plus vite, sans faire 3 reviews qui vont scléroser le processus de développement. Voilà ce qu'on va chercher dans ces ateliers-ci. Quitte à voir pour d'autres points, c'est pas le cas dans cet exemple-ci, mais dire ok, mais il n'y a même pas d'environnement de test, il n'y a jamais un test qui est fait. Alors, ça m'est arrivé une fois. Et en mettant en relation l'ensemble des personnes, je sourirais qu'en y repensant, la responsable de la prod qui dit mais je reçois jamais vos résultats de test, mais j'espère que vous testez parce que comme vous livrez tout la dernière minute, moi j'ai pas le temps de tout vérifier pour mettre en prod. Puis le lead dev de l'équipe il fait mais je croyais que tu faisais des tests, nous on fait pas de tests, on n'a pas le temps, on est obligé de livrer vite. Et au final en faisant parler les gens on s'aperçoit qu'il n'y a personne qui fait des tests. Bon là je m'étonne moins quand le directeur de la business unit il est réveillé tous les soirs parce que ça plante en prod. Voilà. Et là, on le met en avant avec des faits, avec de la mesure et avec des éléments où on sait ne pas être standard. Voilà à quoi sert cet outil-là. Je reprends les questions. Un argument massu pour convaincre un décideur qu'à terme, pas de vitesse sans qualité. J'en ai des exemples pertinents ou des arguments à donner. Ça me paraît tellement évident que je le vois pas comme ça. Oui, il faut lire le bouquin, les arguments sont dedans. En fait, c'est toutes les sales histoires que vous entendez de ouais, on a livré vite en prod et puis ça plante et ça marche pas, et ma prod est down et j'ai perdu 1 million de commandes. Ou alors ma chaîne de production d'automobile s'est arrêtée pendant 2 heures, j'ai perdu 15 millions d'euros. J'en ai pas, ça fourmille d'exemples. Sinon, il y a le nombre de sujets que les gens ont peur de toucher. Alors, c'est que du coup, tu vas plus innover sur cette partie-là. Je trouve que c'est le meilleur argument sur pourquoi la dette ou la qualité c'est important. C'est dès que tu commences à avoir peur à des endroits, c'est que tu as perdu t'es plus à la manœuvre dessus. C'est ça, je trouve que c'était arrivé dans mes premières années de développeur. Ah non, mais on touche pas parce qu'on ne voudrait pas mettre en prod. Mais c'est que du commentaire. Non, mais on touche pas, on n'est pas sûr. Ok, voilà. Là, la qualité, on sait que c'est perdu. Je les reprends. Alors, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Quels sont les indicateurs concernant l'accompagnement du management ? Alors, cher Patrick, ces indicateurs-là, c'est encore une fois, ceux d'Accelerate, ils sont parlants, mais ils parlent que de résultats. Des indicateurs de transformation, j'ai utilisé, alors de manière, je vous l'ai dit, un peu artificielle, cette matrice de maturité où j'ai dit, regardez, on a pris une case, ok, sur ce PI, on a pris un incrément, sur celui-ci, on est passé de 2 cases, on est passé là, ça c'est un premier élément.
La satisfaction, c'en est un autre. Les équipes qui sont contentes d'avoir été accompagnées. Et quelque part, la prédictibilité, plus manager, chef de projet, j'entends, d'être sûr qu'on livre en temps et en heure ce qu'on a prévu, ça reste quelque chose d'intéressant. Quand faut-il inclure les compétences infra code et automatisation au sein des feature teams au même titre que la QA? J'ai pas de réponse évidente à ça. Je l'ai vu de deux manières différentes. J'ai vu des équipes qui ont voulu faire de l'infra code tôt dès le début avec, avec différents outils. C'est pas ce qui tire le plus de valeur au début. Pour moi, c'est une pratique un peu plus avancée. Je n'irai pas empêcher une équipe de le faire, mais si une équipe n'a pas le temps de tout faire et qu'elle doit se concentrer sur autre chose, je préfère qu'elle fasse des tests, je préfère qu'elle fasse son pipeline, qui reste malgré tout un petit peu le début du sujet, ou qu'elle mette en place quelques images Docker. Okay, à minima, ça c'est la base. On n'a pas besoin d'aller prendre tout le spectre. C'est pas le premier truc que je mettrai en œuvre. Après, si une équipe elle a envie, elle le fait. Et encore une fois, il y a cette part de plaisir au travail. Si ça aide et que ça bouge, tant mieux. C'est juste que c'est pas forcément le plus rentable au début. Ouais, je vois vous êtes auto-répondu et ça me va bien. Les retours d'expérience aussi, ça aide. Je trouve que j'en parle à un de mes clients actuellement. Je lui dis écoute, on en parle ensemble et je te donne les retours d'expérience de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et j'ai en tête un programme où on est parti bien en tête sans penser qualité. Et, je ne peux pas donner le nom du programme évidemment, mais quand c'est 20 millions d'euros fichus en l'air, c'est suffisamment parlant pour se dire que oui, on aurait mieux fait de penser qualité et agilité dès le début, plutôt que de vouloir enquiller du fonctionnel et satisfaire des choses qui n'ont pas été bien pensées. Suffisamment conséquent pour que ce soit un échec industriel. Et après, oui, ça dépend. Si vous avez déjà une équipe ou dans l'entreprise qui a des moyens, qui a déjà mis en place un socle d'infrastructure, qui est déjà en capacité de proposer tout ce qu'il faut sur du cube, sur du cloud, c'est un vrai accélérateur. Et généralement, c'est plutôt comme ça que j'ai vu. Une équipe qui, dans son coin, pilotée par la direction, par la partie architecture, de se dire j'ai besoin de telle capacité, que ce soit encore une fois Kubernetes, cloud, juste Docker, infrascode, et qui la met en place et qui la répond partout, c'est un accélérateur pour toutes les équipes. Ça, c'est des stratégies d'entreprise qui se décident dans des stratégies ici ou dans des plans de transfo, mais à plus large échelle que l'équipe. Il nous reste 3 minutes. Je vous lis ça. De toute façon, on pourra continuer les débats sur Slack, n'hésitez pas. Si vous voulez, on peut peut-être prendre une dernière question ouais. Avant de passer à la suite. Alors du coup, je réponds qu'à moitié à ta question, Pandev. En l'occurrence, l'importance d'une stratégie test end-to-end, en particulier dans une architecture microservice, c'est effectivement important. Suffisamment important pour qu'elle soit écrite et qu'elle évolue. Et je ne réponds pas tout à fait à ta question parce que la petite histoire que j'ai en tête, c'est qu'on a fait ça à plusieurs reprises dans des architectures très faiblement couplées, et je lis tout de suite trop faiblement couplées, et à faire trop de tests unitaires, intégration, système, end-to-end. On s'est aperçu que la plupart des tests étaient similaires parce que les microservices étaient découpés trop finement. Et que découper trop finement, il ne portait pas de comportement, donc il n'était pas exécutable dans un même pipeline pour un même composant, et que de fait, la stratégie qui avait été posée au début, bien jalonnée, elle n'avait pas de sens. La conséquence, c'est qu'on a revu en partie l'architecture sur ce projet-là. L'autre conséquence, c'est que si on avait écrit, si on s'était basé uniquement sur la stratégie test, on serait passé à côté. Donc ça s'adapte, ça vit, mais en l'occurrence, il y a un moment, il faut les rassembler tous ces composants. Je crois que c'est les plus gros écueils que j'ai rencontrés, c'est quand on rassemble ces 100, 200, 300 composants qu'on a déployés en prod, déployés indépendamment les uns des autres, et qu'à date, on n'est pas capable de reconstituer le comportement complet. Donc, stratégie test écrite, c'est nécessaire. Stratégie de test politique pour être précis, de test à écrire, et stratégie à affiner au fur et à mesure, point par point.